Bonjour, bienvenue pour l'émission à vérifier. Nous recevons aujourd'hui le docteur Marc Girard. Bonjour. Donc, vous êtes médecin et consultant pour l'industrie pharmaceutique notamment. Vous êtes mathématicien de formation également, psychothérapeute, conseil en pharmacovigilance et pharmacoépidémiologie, ancien expert judiciaire sur les affaires du Distilbène, de l'hormone de croissance et du vaccin contre l'hépatite B. Vous avez donc publié le livre Alerte grippale, publié aux éditions d'Angle le 8 octobre 2009, donc avant la vaccination, pour permettre aux citoyens d'avoir une grille d'analyse que vous proposez en tant que professionnel du médicament. On ne va pas parler de la grippe, ou plus exactement, on va essayer d'aller très au-delà de la grippe dans l'esprit de mon livre, justement. C'est-à-dire que cette histoire de grippe, moi qui ne suis pas un spécialiste de la grippe et même pas un spécialiste des vaccins, ne m'intéresse que parce qu'elle est un exemple formidable de beaucoup de choses que les gens commencent à comprendre. Alors, quelles choses particulièrement? Je pense déjà, cette affaire de grippe H1N1, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais je crois que c'est la première fois en France où on a pu avoir un débat sur les vaccinations qui sortent de la guerre de religion habituelle entre les pro-vaccinalistes et les anti-vaccinalistes. Les gens ont parfaitement bien compris que j'étais pas un anti-vaccinaliste. Vous avez dit tout à l'heure, ce qui me décharge également de ma déclaration obligatoire de lien d'intérêt, que j'étais consultant pour l'industrie pharmaceutique. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux vaccins, je travaillais même, mes meilleurs clients étaient les fabricants de vaccins dont on a parlé ces derniers temps, donc j'avais aucun intérêt personnel à me brouiller avec eux. Et je crois qu'aujourd'hui, on a fait bouger les frontières, c'est-à-dire que je reçois des encouragements de gens de pasteuriens, je reçois des encouragements de médecins militaires qui sont quand même pas des gens anti-vaccinalistes, je reçois des encouragements de gens de l'académie de pharmacie, etc., etc. Donc, premier point, on peut enfin parler vaccin, débattre du vaccin comme d'un médicament comme les autres. Et finalement, peut-être, puisqu'on a dit qu'on n'allait pas se concentrer que sur la grippe, peut-être ça peut être éclairant aussi pour les téléspectateurs que je raconte un tout petit peu comment j'en suis venu à m'intéresser au vaccin. Tout simplement, effectivement, parce que spécialiste du médicament, j'ai été mandaté par la justice au début des années 2000, notamment la justice pénale, pour m'occuper de cette fameuse affaire de vaccination contre l'hépatite B. Alors qu'a priori, encore une fois, je n'étais pas du tout un spécialiste des vaccins. Et là, je suis tombé à la renverse, si j'ose dire, parce que j'ai découvert un monde vaccinal qui était très, très en retrait sur la réglementation pharmaceutique habituelle, ce qu'on appelle le technico-réglementaire. On entend parfois à juste raison beaucoup de mal sur le monde de l'industrie pharmaceutique, mais enfin il faut quand même savoir que malgré tout les médicaments sont très encadrés d'un point de vue réglementaire, et là on avait l'impression d'être à la préhistoire. J'ai raconté l'histoire de ce vaccin contre l'hépatite B dont les essais de tolérance ont duré pendant 4 jours, ce qui est absolument effarant, on y reviendra peut-être. Et donc premier point, mon combat aujourd'hui, c'est que on considère les vaccins comme des médicaments comme les autres. Déjà, bon, qu'on cesse de parler des vaccins en général, c'est à peu près aussi idiot de parler des vaccins que des médicaments. Il y a des vaccins, il y a une série de vaccins, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais, il y en a qui servent à rien, de la même façon que ça n'a aucun sens de dire les médicaments c'est bon ou les médicaments c'est mauvais. Il y a des médicaments qui sont bons, il y a des médicaments qui sont mauvais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est encore plus large, et je crois que là les gens l'ont bien senti aussi, c'est finalement l'usurpation expertale. Bon, là, sur la question de la grippe, on a également un problème technique qui relève en principe de l'expertise, mais où il est patent pour à peu près n'importe quel Français que les experts se sont complètement trompés. Et là aussi, je dirais, c'est la première fois qu'on a comme ça un tel exemple de méprise expertale. Bon, finalement, tout le monde a vu que les experts, ils étaient tout nus. Et qu'en plus, ils n'étaient pas beaux quand ils étaient tout nus. Bon. Alors, bon, donc, il y a une sorte de démasquement
de la fonction de l'expertise, et puis en même temps, du même coup, démasquement des relations très perverses entre les politiques et les experts. C'est-à-dire, on se rend compte que finalement, les politiques ont abandonné, ont remis leur pouvoir éminent de décision entre les mains des experts, et finalement, quand les experts se trompent, c'est tout le processus politique qui nous emmène à la catastrophe. Parce qu'on est en train de réexaminer à la baisse le coût de la campagne de Mme Bachelot, mais si on tient compte des coûts directs, des coûts indirects, de la désorganisation, des effets indésirables du vaccin, c'est très certainement très très important. Et alors, ce qui est désespérant, c'est qu'on voit que ces politiques qui ont délégué finalement leur fonction politique, qui est celle de décideur, aux mains des experts, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Ils se rendent compte qu'ils ont été trompés par les experts. Mais ils n'arrivent pas à reprendre la main. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des commissions d'enquête. Et dans ces commissions d'enquête, pour comprendre qu'est-ce qui s'est mal passé avec les experts, ils convoquent les experts, les mêmes, pour leur dire, mais qu'est-ce qui s'est mal passé ? On a là quelque chose qui est atterrant et qui, finalement, dont on voit bien que ça peut pas continuer comme ça. Donc, je crois que cette affaire de la grippe, comme je l'ai dit en introduction, elle dépasse largement une bête question virologique, et elle permet de poser avec une acuité et une précision sans précédent des problèmes politiques graves sur le fonctionnement de la société. C'est pour ça que mon engagement politique aujourd'hui, mon engagement de scientifique, il est effectivement de revenir, de continuer à explorer cette affaire grippale, non pas pour embêter les gens qui ne veulent plus entendre parler de la grippe, mais pour essayer de leur montrer effectivement la façon dont il faut, ce que cette affaire grippale nous révèle finalement sur le fonctionnement du monde. Alors, sur le fonctionnement du monde expertal, j'y reviens, puisque j'ai la prétention de me prendre pour un expert. Je crois que les deux leçons les plus crues qu'on peut tirer de cette histoire-là, c'est d'une part que les experts aujourd'hui tirent leur prestige du prestige de la science. Mais c'est un prestige usurpé et je vous en donne une démonstration immédiate. C'est-à-dire, quelle est, disons, la qualité, la caractéristique la plus habituelle qu'on reconnaît à la science, c'est son pouvoir c'est sa sensibilité à la réfutation. C'est toute la vérification expérimentale. Quand on est scientifique, on soumet ses théories au test de l'expérience, et quand l'expérience ne fonctionne pas, on réfléchit. Là, on voit des experts littéralement plombés dans leurs erreurs, continuant incapables de s'expliquer sur leurs erreurs, revendiquant finalement le droit d'être les seuls à dire « mais si, là j'ai entendu il y a quelques jours, oui, mais une épidémie grippale, c'est pas sur 6 mois qu'il faut voir, c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans ». Donc, ils s'enferment dans une sorte d'autoritarisme autiste pour dire, de façon de plus en plus opaque, c'est nous qui avons raison. Et finalement, vous n'avez pas le droit de parler. L'expert que je cite était en train de dire le droit à la parole en pareille matière, c'est pas 50-50. Alors là, on est dans un fonctionnement tout à fait ascientifique et même anti-scientifique. La qualité première d'un scientifique, c'est de se remettre en cause quand les événements lui ont donné tort. Et ça m'amène finalement à une conclusion provisoire sur les experts tels qu'ils fonctionnent dans la société aujourd'hui. C'est-à-dire, les experts ne sont pas des instances scientifiques d'évaluation, les experts sont les hommes de paille des lobbies financiers. Au rapport d'évaluation publique de l'agence européenne, que personne n'était allé voir, il y avait écrit en toutes lettres, ce vaccin a été développé dans des conditions d'urgence et nous ne disposons pas de toutes les données d'efficacité et de tolérance. Donc un aveu explicite, et tous les experts qui sont venus à la télé dire que c'était un vaccin qui était comme les autres, et Mme Bachelot qui a envoyé une circulaire à peu près tous les Français pour dire ce vaccin a été développé dans des conditions de sécurité, etc. Je suis désolé, je le dis publiquement, j'ai pas peur, ces gens-là ont menti.
Et c'est extrêmement grave de penser que la première autorité sanitaire de notre pays est allée jusqu'à ce mensonge d'induire les gens en erreur sur la qualité du développement, alors que ce développement, encore une fois, a été bâclé, parce que ça veut dire, il y a un principe fondamental en médecine, qu'en tant que pharmacien, je pense, Mme Bachelot est censée connaître, qui est le principe du consentement informé. C'est-à-dire, quelques traitements que je vous prescrive, je suis prié de vous informer des bénéfices et des risques attendus, et vous êtes censé me donner votre consentement. Je ne peux pas vous traiter de force, sauf si vous êtes dans le coma. Enfin, bon. Mais en principe, c'est ça. Et là, on a quand même une politique de santé publique, et on verra, il y a d'autres exemples, qui s'est fondée sur un mensonge fondamental, c'est-à-dire essayer de convaincre les gens que ce vaccin qui posait énormément de problèmes de tolérance et de qualité pharmaceutique finalement, ce vaccin-là aurait été développé dans des conditions normales. J'ai également entendu un responsable de l'OMS dire ça. C'est faux. Donc, j'ai dit du mensonge, revenons en arrière. Soit ces gens-là ont parlé publiquement de ce qu'ils ne connaissent pas, et c'est grave, soit ces gens-là ont menti, et je maintiens le mot. Donc, autre mensonge, c'est la définition de pandémie donnée par l'OMS qui a été modifiée donc, justement à l'occasion de la pandémie grippale. Alors oui, elle a été modifiée. Ça, rendons à César. Je pense que Tom Jefferson l'avait déjà fait remarquer dans la fameuse interview qu'il avait donnée sur le site du Spiegel. Il l'avait donnée en anglais au mois de juillet, mais je pense qu'il y a des sites français qui ont traduit cette interview. Oui, hein. Oui. Donc il avait dit ça. Alors ça nous renvoie effectivement. Vous voyez, on va pas tellement parler de la grippe H1N1, on va parler de tout ce qu'il y a autour parce que c'est plus intéressant. Ça renvoie au contexte, c'est-à-dire qu'en réalité, ces histoires de changements terminologiques, l'OMS dit oui, mais on avait commencé à varier sur la terminologie depuis longtemps. Oui, justement. Mais ça dit bien le contexte de toutes ces manipulations et de toutes ces usurpations. C'est-à-dire que on savait depuis longtemps, enfin à la fin des années 90, je savais, tous les spécialistes du médicament savaient que l'industrie pharmaceutique allait arriver, enfin craignait d'arriver en période de vache maigre parce que, contrairement à ce qui se dit partout, il y avait une panne d'innovation, l'industrie pharmaceutique ne parvenait pas ou ne voulait pas exploiter l'argent indécent qu'elle gagnait à retrouver de nouveaux grands médicaments. L'industrie pharmaceutique se demandait comment est-ce qu'elle allait pouvoir maintenir ces bénéfices qu'on sait par ailleurs relativement insolents. Et c'est là qu'est arrivée la question des vaccins. Quand j'ai fait mes études de médecine il y a 30 ans, il y avait déjà des guerres de religion sur les vaccins. Bon, on ne pouvait pas discuter sérieusement, tout simplement. Hein. Mais il n'y avait pas d'enjeu financier. Ça n'intéressait personne. On ne pouvait pas dire qu'on gagnait de l'argent avec les vaccins. Mais aujourd'hui, pour les raisons que j'ai données en introduction, avec un développement qui est le plus souvent bâclé, et des prix de vente, on va parler tout à l'heure de Gardasil, qui sont faramineux, eh bien, les vaccins sont devenus la clé du maintien de la rentabilité de l'industrie pharmaceutique. Alors, j'ai toujours l'habitude d'essayer de donner aux gens des clés de vérification qui échappent qui ne sont pas dans ma spécialité, mais auxquelles ils peuvent se reporter dans leur propre spécialité. Je pense que, par exemple, toute personne capable de lire la presse économique se rend compte aujourd'hui, quand on va lire les résultats de l'industrie pharmaceutique, que le principal secteur qui fait tourner la machine, c'est désormais le secteur vaccinal. Et puis, il suffit aujourd'hui de se reporter même aux communiqués des PDG des grandes firmes qui, devant leurs actionnaires, disent « tout va bien, on a des vaccins ». Donc, et alors, finalement, parmi les vaccins... Notamment le vaccin contre la grippe qui est donné chaque année. Voilà, alors pourquoi la grippe plus que les autres vaccins? On va parler de Gardasil. Juste une question que je me pose par rapport au vaccin contre la grippe, c'est normalement dans le principe vaccinal, si quelqu'un a été vacciné une fois, le vaccin doit encore être efficace pendant au moins quelques années. Suivant, mais il était efficace sur un virus qui a changé. Alors ça nous envoie à deux choses. Hein. C'est-à-dire, effectivement, le vaccin contre la grippe, c'est le seul de tous les vaccins qu'on peut, pour lequel il y a une rationalité à refaire une prescription tous les ans. Alors, je ne sais pas si vous voyez au niveau économique ce que ça représente. On ne peut pas vous vacciner contre la polio tous les ans, on ne peut pas vous vacciner contre le tétanos tous les ans, on ne peut pas vous vacciner même avec le Gardasil tous les ans. Bon, donc ça c'est la première chose. Mais effectivement, le problème c'est que le virus change alors que le vaccin reste. Donc,
ça pose une question de médicale importante, c'est-à-dire que même les gens qui ne sont pas anti-vaccinalistes reconnaissent qu'un des risques des vaccinations, c'est le développement de maladies auto-immunes. Pourquoi? C'est très simple, hein. Vous avez un organisme qui est le vôtre, qui est le mien, qui est celui de mes enfants. Vous injectez un antigène, vous cherchez à créer une réaction immune, et cette réaction immune, elle peut être bénéfique, mais elle peut aussi se retourner contre l'autre, et contre la personne qui a reçu le vaccin, et donner donc une réaction auto-immune, une maladie auto-immune. Alors tout ça, ça allait très bien quand, au temps de mon enfance... On peut peut-être prendre l'exemple du squalène, justement, qui est présent dans le vaccin contre la grippe A, puisque, en fait, expliquer que le squalène est déjà présent dans le corps. C'est d'où le développement d'une maladie auto-immune. On va y venir effectivement au squalène, mais si vous voulez, la question est que ces réactions auto-immunes, elles sont peut-être acceptables lorsqu'on donne très peu de vaccins, mais à mesure qu'on multiplie le nombre de vaccins chez un individu donné, comme c'est le cas aujourd'hui en pédiatrie, où les bébés arrivent à 1 an avec des cocktails pas possibles, des hexavalents, des heptavalents, eh bien, à chaque fois, mathématiquement, on augmente le risque de réaction auto-immune. Alors, pour revenir au vaccin contre la grippe saisonnière, eh bien, on vous dit aujourd'hui, quasiment, il faut le donner à tout le monde depuis le début de la vie. Donc, prenez une espérance de vie de 80 ans, qui est une espérance de vie à peu près correcte. On vous dit comme ça, eh ben, vous allez recevoir 80 injections 80 immunisations contre des virus grippaux au cours de votre vie. Et si vous vous rappelez que le virus, le vaccin contre la grippe saisonnière, c'est généralement 3 antigènes, 80 multiplié par 3, ça va faire 240 immunisations. Donc, rien que pour la grippe, qui jusqu'à preuve du contraire est quand même une maladie relativement bénigne, hein, c'est pas le tétanos. Et rien que pour la grippe, on vous dit froidement, eh bien vous allez prendre 240 immunisations. Eh bien moi je trouve ça effrayant et je dis clairement, cela n'est pas conforme à la prudence hippocratique, au principe d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire. Alors vous avez parlé des adjuvants, je reviens à mon exemple de Prozac. Prozac, j'ai dit, c'est un principe actif et quelques excipients. Un vaccin, prenez celui contre la grippe, c'est 3 principes actifs, sont des adjuvants qui sont quand même des produits relativement actif et assez mal exploré pour ce qu'on en sait. Et alors, à la différence là encore de Prozac, quand vous arrêtez de prendre Prozac, eh bien en quelques semaines, Prozac, il n'existe plus, il est éliminé. Mais là, comme vous avez bien dit, un vaccin, c'est fait pour durer, pour exercer une action pendant des années. Alors, donc, on pourrait dire, c'est pas péjoratif, que par rapport aux médicaments normaux, les vaccins, c'est un peu des monstres pharmacologiques. C'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai dit en introduction, paradoxalement, alors que ces médicaments sont beaucoup plus compliqués que les médicaments moyens, eh bien, la pratique de développement pharmaceutique est exagérément simplifiée. Donc ça pose un vrai problème de santé publique. Hein. Alors, pour revenir aussi à votre question initiale, parce qu'on a un petit peu dérivé, il faut bien voir que cette alerte grippale, elle a reposé sur une triple mystification. C'est-à-dire, il y a eu déjà une mystification quant à la sévérité du virus. Hein. On nous a dit ce truc, il va tuer tout le monde, etc. Il y avait un de mes confrères qui a dit 30 000 morts au bas mot, etc. Or, comme par hasard, ce virus était très peu virulent. Dès le départ, dans votre livre, justement, Alerte grippale, vous parlez de l'exemple fin avril 2009, on parlait de 200 Mexicains décédés de la grippe porcine, et finalement, il s'avérait qu'il n'y en avait que 7 en réalité. Exactement. Dès le départ, il y avait une exagération des chiffres. Comme d'habitude, comme avec la grippe aviaire, comme avec ceci, comme avec toutes ces maladies à propos desquelles on essaye d'effrayer les gens, eh bien, on va chercher des données de mortalité qui déjà sont exagérées, mais qui en plus proviennent de pays dont les systèmes sanitaires ne sont pas extrêmement performants. Donc déjà, 200 morts au Mexique, ça ne nous disait pas grand-chose. Ils avaient été dans quelle structure hospitalière, ils avaient eu quel médicament, etc. Mais même l'OMS a été obligé de dire qu'il y avait une exagération à ce niveau-là. Donc, exagération de sévérité, exagération
de fréquence, puisqu'on a bien vu finalement qu'il y avait il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas énormément de gens qui ont été contaminés. Et puis, enfin, exagération médiatique, c'est-à-dire que cette grippette, alors pour reprendre ce qu'avait dit Debré, cette grippette a occupé les médias jour et nuit, si j'ose dire, pendant plus de 6 mois. Il y a une disproportion entre le traitement médiatique de cette affaire, qui n'était pas un gros problème de santé publique, et puis la façon dont les médias se sont fait les relais d'un alarmisme dont les motivations commerciales sont aujourd'hui évidentes. Il y a quelque chose que je ne crois pas avoir encore dit à la télé, mais le grand scandale de cette histoire qu'on n'a pas assez vu, c'est pas tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est quand même la réquisition. Et ça, je n'ai cessé de me battre là-dessus. C'est-à-dire, songez-y, on vous parle de déréglementation. Déréglementation, vous avez l'impression que c'est le pouvoir des lobbies, plus exactement, que c'est la loi de la jungle et que les forces de l'argent font ce qu'elles veulent. C'est bien pire que ça. Ce qu'on a vu avec cette réquisition, c'est que les forces de l'argent ont le pouvoir de s'approprier la puissance de l'État, notamment la puissance de contrainte sur les corps, pour aller liquider les stocks. C'est vachement grave. Et là, je pense vraiment qu'il faut que les citoyens se liguent pour comprendre la gravité de ce qui s'est passé. Il y avait, notamment dans les écoles d'infirmiers, d'infirmières, il y a eu il y a eu plusieurs manifestations qui n'ont pas été entendues, puisqu'il y a eu aussi des pressions exercées sur les élèves, disant voilà, si vous n'allez pas vacciner les gens, vous n'aurez pas votre diplôme, ou donc des menaces de ce type, quoi. Mais sur le traitement médiatique, disons, des grands médias officiels, il y a eu clairement une médiatisation en faveur de la vaccination contre le H1N1. Mais est-ce que on vous a appelé pour que vous puissiez témoigner, ou comment ça s'est passé ? Non, c'est-à-dire vraiment lorsque la vaccination a été lancée, il y a vraiment eu une mise hors jeu. Je suis devenu, inexistant dans les médias officiels, pas dans les petits médias. Il y a des tas de petites revues, etc., qui m'ont interviewé. Et ça renvoie encore de nouveau à un questionnement terrible pour la société sur le fonctionnement des experts, c'est-à-dire que on se rend compte, du monde expertal, on se rend compte que finalement les lobbies ont également le pouvoir exorbitant de sélectionner les experts. C'est-à-dire, on vous dit aujourd'hui, tous ces experts qui se sont fait prendre la main dans le sac de leur conflit d'intérêts dissimulé, disent mais tout le monde le savait, puis de toute façon, c'est normal, on est les meilleurs, et c'est pour ça qu'on travaille avec l'industrie pharmaceutique, parce qu'on ne peut pas se passer de nous. Ça, c'est faux, et il faut bien que les gens le comprennent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le domaine que je connais, qui est l'industrie pharmaceutique, mais c'est vrai aussi dans les autres domaines industriels, les lobbies qui manipulent l'industrie et qui en tirent de l'argent ont le pouvoir de sélectionner les experts. Si on invite un expert qui va à l'encontre des intérêts des lobbies pharmaceutiques, le lobby en question ne verse plus d'argent à certains médias. Donc il y a plusieurs biais indirects pour pouvoir exercer une publicité en faveur de leurs produits. J'en ai fait l'expérience à diverses... Parce qu'il y a eu des émissions importantes auxquelles j'ai été invité et desquelles j'ai été désinvité au dernier moment. Bon, je vous laisse interpréter. Alors, je crois qu'il faut distinguer la presse grand public et la presse spécialisée. La presse grand public, je pense qu'il y a exactement le même type de conflit d'intérêts, tout autant au niveau structurel, c'est-à-dire effectivement la pub que je vous passe, etc., sachant qu'en plus, étant donné les ramifications industrielles, ça peut être des pubs dans des choses assez éloignées finalement de la pharmacie. Ça, c'est la première chose. Et puis, au niveau de vos confrères, je ne citerai pas de nom parce que je n'aime pas les querelles de personnes, mais il est évident que vous avez des journalistes médicaux parmi les plus éminents qui sont
absolument corrompu jusqu'à la moelle de conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Alors ça, c'est la presse grand public. Il y a également beaucoup plus problématique pour nous autres scientifiques, la presse scientifique, qui est non moins corrompue. Quand on pense aujourd'hui qu'il est impossible, c'est même pas... Enfin, normalement... Nous autres scientifiques, on doit lister nos liens d'intérêt quand on écrit un article scientifique. Alors on le fait ou on le fait pas, c'est un autre problème. Mais la presse scientifique elle-même, je pense par exemple au Lancet ou au New England Journal of Medicine, ne se donne jamais la moindre peine de préciser quelles sont ses sources de financement et quels sont ses liens d'intérêt. Alors c'est très simple. Par exemple, si voilà, je m'appelle la firme industrielle Temps X, je veux publier une étude clinique qui est une étude clinique de mauvaise qualité, bon, et qui devrait pas avoir sa place dans un grand journal. Et comme je compte l'utiliser auprès de ma visite médicale dans le monde entier, je dis je vais acheter des tirés à part et je vais voir donc l'éditeur en chef d'une grande revue et je dis je vais vous acheter, moi je sais pas, 2 millions de tirés à part. Eh ben, je vous laisse calculer le bénéfice qu'il peut y avoir là-dessus. Donc il y a un problème grave au niveau des liens d'intérêt de la presse. Et notamment aujourd'hui au niveau de la pharmacovigilance du vaccin et au niveau de la couverture des effets indésirables graves, je pense qu'il y a une collusion des médias pour dire, vous voyez, il s'est rien passé, le Pierre Girard qui nous avait annoncé le feu, il s'est bien trompé, etc. Ça a été la conclusion. Justement, est-ce que vous avez des remontées de complications graves, de décès suite au vaccin H1N1? Ah ben, des remontées, j'en ai eu, comme tout le monde en a eu, puisqu'il y en a qui ont été médiatisées. Hein, bon. Et alors, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est de voir le traitement des autorités sanitaires à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, bon, vous avez un mec de 40 ans qui se fait vacciner, qui meurt dans la demi-journée. On vous dit, ah ben, il est mort de mort naturelle. Ou on vous dit, le dossier est toujours en cours d'examen. Bon, ça vous prend combien de temps? Vous avez une femme enceinte qui fait un choc allergique dans les minutes suivant les choses. Justement, pour les femmes enceintes, le vaccin qui a été donné notamment, c'est le Panenza, qui est censé être sans adjuvant, mais qui contient du thymérosal. Donc officiellement en tant que conservateur, mais ça change rien au fait que c'est du mercure. Oui, alors si vous voulez, moi je ne suis pas un grand spécialiste des conservateurs, donc c'est ça aussi la spécificité de la pharmacovigilance, c'est-à-dire que on peut dire qu'un médicament a causé un effet indésirable sans savoir exactement pourquoi. Par exemple, si vous prenez un truc qui est très connu, qui est la thalidomide, qui donnait donc des phocomélies à la fin dans les années 60, c'est-à-dire des bébés qui ont été exposés in utero et qui naissent avec une agénésie des membres, donc ils ont les mains attachées aux épaules et les pieds attachés aux hanches. Hein. Donc on a vu beaucoup ça en Allemagne, parce que le produit n'était pas encore vendu en France. Eh bien, il n'y a aucun doute, c'est écrit partout, c'est bien le thalidomide qui avait fait cet effet-là, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que effectivement, je crois, pour des raisons qui m'échappent, et je crois qu'il y a eu pas mal d'effets indésirables chez les femmes enceintes, et que le problème avec cette pharmacovigilance, c'est au niveau des remontées. Il est évident que les médecins n'ont pas fait remonter les cas. Quand les médecins ont fait remonter les cas, l'agence les a traités de façon insuffisante. Donc, j'ai pas encore eu le temps de faire une synthèse complète sur la pharmacovigilance, mais c'est une des grandes manipulations, si vous voulez, de ce vaccin. C'est la pharmacovigilance a été beaucoup plus problématique. Je rappelle quand même qu'au cours du développement chez 2000 personnes, il y a eu 7 décès. Bien, moi, je peux vous dire, ça fait 30 ans que je fais du développement pharmaceutique. J'ai jamais vu 7 décès chez 2000 patients pour un produit à visée préventive. C'est pour ça qu'il y a quand même eu des résistances. La Russie a parlé de suspendre son adhésion à l'OMS. La ministre de la Santé polonaise et le Premier ministre donc, polonais ont refusé le vaccin, ont clairement expliqué que selon eux, ce n'était que l'intérêt des lobbies pharmaceutiques qui était en jeu. Vous avez aussi donc, le président de Biélorussie qui donc, a critiqué cette vaccination. Donc pour clore sur le sujet, quel pourcentage, est-ce que vous avez une idée du pourcentage de remontées qui ne sont pas données en fait par les organismes au niveau du suivi des vaccinations H1N1, de la pharmacovigilance?
Non, et je crois que malheureusement, on n'arrivera jamais à donner un pourcentage, puisque par définition, si vous voulez, c'est l'inconnu. Bon, mais moi j'ai des témoignages de gens tout à fait crédibles qui ont eu des complications après une vaccination, parfois des complications graves, et où le médecin dit c'est pas le vaccin. Qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là? Oui. Bon, alors on vous dit oui, il y avait des formulaires de remontée que les patients pouvaient directement envoyer, mais vous savez, quand vous avez fait une fausse couche, quand vous n'avez pas toujours le courage de faire ça. Et puis il y a aussi des gens simples, hein. Il y a des gens qui savent pas écrire, il y a des gens qui osent pas, il y a des gens. On ne peut pas évaluer, on n'a pas de moyen d'évaluer. D'accord. Alors maintenant au sujet de l'hépatite B, puisque donc vous avez été expert judiciaire sur le scandale de la vaccination contre l'hépatite B, puisqu'on est passé en France après la vaccination de 1994 de 20 000 à 80 000 scléroses en plaques. Et donc voilà, on a un précédent qui normalement a dû alerter alors, tout le monde. Vous touchez du doigt quelque chose d'important, et je reviens à cette nouvelle mystification des commissions parlementaires. Les gens semblent découvrir qu'il y aurait des liens entre l'Organisation mondiale de la santé et les fabricants de médicaments en général, et qu'un certain nombre des recommandations de l'industrie de l'OMS réputée neutre auraient été purement et simplement téléguidées par l'industrie pharmaceutique. Mais quoi de nouveau? J'ai pointé depuis très longtemps une interview d'un responsable commercial de Bicham, fabricant de vaccins contre l'hépatite B, qui dit « Dès 1988, nous avons commencé à sensibiliser les experts européens de l'OMS à la question de l'hépatite B. De 88 à 91, nous avons financé des études épidémiologiques pour créer un consensus scientifique sur le fait que cette hépatite était un problème majeur de santé publique, avec succès, puisqu'en 91, l'OMS a émis de nouvelles recommandations en matière de vaccination contre l'hépatite B. Ça, c'est page 170 de mon livre, et je donne toutes les références. Alors, bien, je ne sais pas quel est le mot en français, on dit un remake, mais bon, c'est un pre-make, c'est la préhistoire, 20 ans avant, même 88, 22 ans avant, de ce qui s'est passé avec la grippe. C'est-à-dire, on a exactement ça, c'est-à-dire, je recommande, nous avons sensibilisé les experts européens de l'OMS, je dis, c'est quand même très grave que les experts européens de l'OMS aient besoin des commerciaux de l'industrie pharmaceutique pour être sensibilisés. De 88 à 91, nous avons financé des études épidémiologiques pour créer un consensus scientifique. D'habitude, quand vous faites une étude, c'est qu'il y a une question, il y a un gros point d'interrogation et vous voulez y répondre. Là, il n'y avait pas de point d'interrogation, on savait ce qu'on voulait faire, et puis, avec succès, puisqu'en 91, l'OMS a émis de nouvelles recommandations, exactement cette histoire de pandémie, etc. On vous a dit, c'est très grave, et faites-vous vacciner. Donc, véritablement, cette affaire de grippe porcine n'a été que le remake d'une dynamique connue. Bon, je cite la vaccination contre l'hépatite B, mais on pourrait citer bien d'autres choses. Et bon, toujours sur l'hépatite B, normalement c'est une maladie qui, dans plus de 90% des cas, se guérit d'elle-même, sans qu'il y ait besoin d'une intervention forcément majeure au niveau médical. Alors, c'est pareil, lorsqu'on a lancé cette campagne, on est parti sur des chiffres exorbitants de 100 000, voire 300 000 cas en France, avec une mortalité, c'était quasiment la maladie qui tuait. Et en réalité, bon, à tout casser, à ce moment-là, il y avait 2000 à 3000 hépatites aiguës en France, hépatite B aiguë en France. Et l'hépatite B, jusqu'à preuve du contraire, c'est une maladie qui est spontanément bénigne dans 95-98% des cas. Donc, à tout casser, il y avait quelques cas ou quelques dizaines de cas en France d'hépatite B compliquée, et toujours le même problème, en général chez des gens à risque. C'est-à-dire que finalement, la question, elle est quand même de l'épidémiologie, c'est fait pour déterminer les facteurs de risque d'attraper une maladie. Bien, il est évident que si vous avez un comportement à peu près normal, etc., si vous n'êtes pas toxico, si vous n'êtes pas prostitué, bien, vos chances d'attraper une hépatite B, elles sont minuscules. Et c'est la même chose, par exemple, il y avait une étude qui circulait complaisamment à l'époque sur le taux de contamination des femmes enceintes, qui était d'environ 3% si j'ai bonne mémoire. Mais quand on regardait bien, c'était pas 3%, c'était 0% chez les femmes de la métropole, et puis 5 ou 6% dans les populations migrantes. Alors, il n'y a rien d'autre à en tirer
que le fait que ces moyennes-là dissimulent une hétérogénéité des données et visent à attraire finalement des gens qui sont absolument pas à risque dans une politique de prévention qui coûte très cher. Oui, donc c'était une population qui n'était pas à risque, pour la majorité donc, des Français qu'on a vaccinés. Vous dites 3000 cas, de 2000 à 3000 cas d'hépatite B en France, et on passe de 20 000 à 80 000 scléroses en plaques. Il y a eu des études scientifiques qui ont prouvé clairement le lien entre cette vaccination et les scléroses en plaques. Il y a également un arrêté en date du 9 juillet 2009 où la première chambre civile de la Cour de cassation confirme la condamnation d'un laboratoire fabriquant un vaccin anti-hépatite B. Donc il leur demande d'indemniser une victime de sclérose en plaques. Donc là, clairement, il n'y a rien qui légitimait ce vaccin. Alors, il y a des gens qui le payent aujourd'hui pour rien. Quand on regarde la presse, on voit que les partisans du vaccin contre l'hépatite B vous rétorquent que, en fait, la majorité des études n'a pas montré de lien, etc. Alors là, il faudrait rentrer dans un débat technique. Les gens qui iront sur mon site trouveront toutes les références des papiers scientifiques, c'est-à-dire que des papiers scientifiques que j'ai écrits, c'est-à-dire que ces affaires-là, c'est pas de la démocratie, c'est-à-dire c'est pas aux voix, c'est pas parce qu'il y a 8 études qui disent il n'y a pas de lien et une étude qui dit il y a un lien que parce que aujourd'hui il y a plusieurs études qui montrent le lien qui ont été faites. Dans les études cas témoins, il y en a une seule, c'est celle de Hernan, mais comme par hasard, c'est la seule étude dont le financement soit indépendant des gens qui avaient intérêt à promouvoir le vaccin. Donc, cherchez l'erreur, si vous voulez. Je prends toujours l'exemple du juge d'instruction. Vous avez un crime, vous avez 10 témoins, vous en avez 9 qui disent c'est un tel, et le 10e qui dit c'est non, c'est pas un tel. Bon, est-ce que le juge d'instruction va dire 9 contre 1 Bon, bien entendu, le juge d'instruction va examiner la crédibilité des différents témoins, va aller voir s'ils ont un casier judiciaire vierge, va aller voir s'ils avaient un intérêt. Bon, voilà tout le travail. Bien, mutatis mutandis pour nous épidémiologistes, il faut qu'on aille voir dans chaque étude si elle fonctionne bien, si est bon. Alors j'ai beaucoup écrit là-dessus, ça nous entraînerait dans de la technique, mais pour moi, ça fait 30 ans que je fais de la pharmacovigilance, je peux vous dire que j'ai rarement vu une chose aussi claire au niveau de la causalité que le lien entre vaccin contre l'hépatite B et sclérose en plaques. Mais j'ajoute, parce qu'on n'en parle pas assez, on s'est focalisé sur cette histoire de sclérose en plaques qui est extrême, qui est un drame en soi évidemment, mais il ne faut pas oublier que ce vaccin contre l'hépatite B, il cause également une foultitude d'autres complications, notamment des complications rhumatologiques qui ont littéralement anéanti la vie de milliers de gens. Et des décès aussi. Des décès, bien sûr. Alors, je renvoie, j'ai publié dans Autoimmunity Reviews en 2005, j'ai publié un article synthétique sur le sujet. Mais bon, c'est vraiment une catastrophe sans précédent. Et malheureusement, elle n'a pas servi de révélateur comme ça a été le cas pour le H1N1, tout simplement parce que la campagne de sensibilisation des gens en 1994 a très bien marché. Et donc, quand il y a eu 30 millions de gens qui ont été vaccinés, ils avaient tout sauf envie d'entendre dire attendez, vous avez pris une saloperie. Moi encore, il y a des gens qui m'interrogent en disant mais écoute, combien de temps il faut attendre pour être sûr que mes enfants ne vont pas faire de sclérose en plaques. Donc les gens, finalement, de façon logique, étaient très réticents. Il n'y avait pas d'écoute positive d'un discours alarmiste a posteriori, parce que moi je n'ai commencé à travailler sur le sujet qu'en 2000-2001, alors que sur le H1N1, j'allais dire, là, un peu instruit par l'expérience, je suis arrivé en préventif, si j'ose dire, et là, évidemment, les gens, ils ont entendu et ils ont adhéré à ce discours de précaution, de mise en garde. Et sur les vaccinations, sur plusieurs vaccins, il y a aussi corrélation avec la mort subite du nourrisson. Alors, la mort subite du nourrisson est un problème qui me soucie beaucoup, oui, et sur lequel, effectivement, il y a très peu d'études, parce que finalement, la stratégie des autorités est très simple. Dès qu'il y a une difficulté,
on dit « Oh, ben ça peut arriver, etc. Ça peut arriver qu'une femme enceinte fasse une fausse couche, ça peut arriver qu'un bébé fasse une mort subite, ça peut arriver qu'une jeune infirmière vaccinée fasse une sclérose en plaques. » Et on ne met pas en place les études correctes pour essayer de discriminer discriminer le vrai du faux. Alors, peut-être avec votre permission, parce que le temps passe et je voudrais quand même me permettre, vous savez comme je suis assez critique avec le travail d'un certain nombre de confrères, mais là j'ai reçu, pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, un livre suisse sur le vaccin contre le HPV, ce fameux gardasil, etc. Le papillomavirus, contre le papillomavirus dont on avait dit qu'on parlerait peut-être et dont on va peut-être parler. C'est un livre donc qui s'appelle La piqûre de trop. La piqûre de trop, je pense que les gens se rappelleront facilement le titre. C'est aux éditions Xenia. Et les 2 auteurs sont Catherine Riva, qui est une journaliste, et Jean-Pierre Spinoza, qui est un gynécologue, apparemment. Et j'allais dire, Dieu sait qu'il y a vraiment de la très mauvaise littérature sur les vaccins, mais là, ce sont des gens, j'allais dire comme moi, qui ne sont pas du tout des anti-vaccinalistes. Et c'est un livre très complet. La seule chose sur laquelle il n'est pas complet, c'est qu'il ne parle pas de la toxicité du gardasil, parce que peut-être ils n'ont pas voulu en parler, mais il pose très bien le problème de toutes ces campagnes, pour alerter les gens sur un problème qui n'en était pas un, ces liens d'intérêt terribles entre les autorités sanitaires, les fabricants, mais également, ils parlent également beaucoup de la collusion des médias, ils font même des exercices très intéressants de commentaires de texte, c'est-à-dire ils prennent des articles de journaux et ils commentent en disant ça c'est une connerie, ça c'est une connerie. Bon. Et puis ils citent également nommément, ils n'ont pas peur, ils citent nommément des leaders d'opinion, des grands patrons hospitaliers, etc., qui se sont prononcés dans la presse pour dire il faut se faire vacciner, et il dissèque finalement pas à pas les faussetés et les mensonges de ce discours. Donc je me permets, je sais, je promets que j'ai aucun intérêt dans cette histoire, mais je me permets aucun intérêt financier dans cette histoire, mais j'ai pas de pourcentage sur les ventes. Mais voilà, Une piqûre de trop, c'est un livre qui vient de paraître 15 mars, je crois, et je crois que tous ceux qui s'intéressent à cette vaccination contre le papillomavirus y trouveront beaucoup de réponses intéressantes. Alors justement, il paraît que sur le principe même, ce n'est pas le virus HPV qui est responsable en fait du cancer du col de l'utérus, mais ce sont déjà des cellules précancéreuses que le virus vient activer. Alors, comme quoi, le vaccin n'aurait en fait pas d'utilité sur si vous voulez, la lutte contre le papillomavirus. Ce qui est désespérant, c'est que à chaque fois que l'industrie pharmaceutique glisse sur une flaque, elle se redresse et elle part sur autre chose. Et il y a une espèce de pouvoir d'envahissement de l'espace public qui dépasse les capacités critiques d'un homme seul. Donc j'oserais presque dire, moi finalement, Gardasil, je connais pas très bien parce que ça prend un dans vous, mais on peut revenir à des considérations simples pour s'orienter. C'est d'une part, bon, on a beau dire, mais ces cancers de l'utérus, c'était quand même pas c'est quand même pas le grand problème sanitaire du moment. On a des politiques sanitaires très efficaces qui sont le dépistage. Et une fois encore, on a un développement qui est bâclé, parce qu'il faut quand même bien voir que Gardasil a été introduit sur le marché avant l'achèvement normal du développement. Alors ça, c'est quand même particulièrement scandaleux, parce que c'est donc, appelons ça une espèce de faveur réglementaire. Bon, si on fait exception à la loi pour quelqu'un, on peut présumer qu'on va faire ça en faveur de quelqu'un qui a donné toutes les garanties de respectabilité. Or, qui est le fabricant à qui on va faire cette fleur d'un développement raccourci ? Eh bien, c'est Merck. Or, qui est Merck ? C'est le papa de Vioxx. Et Vioxx, rappelez-vous, c'est quand même à cette occasion que, dans les colonnes même du New England Journal of Medicine, Merck a été accusé de falsification. Alors ça nous renvoie à un autre problème, c'est-à-dire que non seulement l'industrie pharmaceutique et ses experts font parfois des choses qui sont contraires à la morale, mais il n'y a pas de sanction. Véritablement, il n'y a pas de sanction.
Et ça, c'est un vrai problème parce que, et c'est un problème qui justifie également mon engagement politique, parce que là, on est dans la politique au sens le plus étymologique du terme, la gestion de la cité. Il faut que les citoyens se rendent compte de ce scandale et qu'ils reviennent vers leur politique, vers leurs délégués, vers leurs représentants parlementaires pour dire cela n'est pas possible. Il faut que la loi soit appliquée. Si la loi ne peut pas être appliquée parce que ceci, parce que cela, eh bien, il faut repenser la loi de telle sorte qu'elle soit applicable. Est-ce qu'il y a des complications, ou même décès, suite à la vaccination contre le papillomavirus avec le garde asile ? Alors, ça c'est très facile à aller voir, puisqu'il y a une base de données qu'on ne connaît pas assez. Alors bon, mille pardons, il faut avoir un petit accès à l'anglais, mais enfin c'est pas très difficile, qui s'appelle le VAERS. Alors VAERS, c'est Vaccine Adverse Event Reporting System. Donc c'est la base de données tout à fait officielle aux USA de toutes les complications qui sont rapportées avec tous les vaccins. Et n'importe qui peut aller voir ça. Et donc effectivement, on voit beaucoup de complications avec le garde asile. Alors on va vous dire oui, mais c'est des coïncidences, ceci, cela. Bon. Au coup d'œil, parce que j'ai quand même un peu le coup d'œil, je crois qu'il y a au moins 2 complications ennuyeuses avec ce vaccin. C'est d'une part beaucoup de Guillain-Barré. Alors, Guillain-Barré, c'est quand même très ennuyeux parce que Grantin, on peut en mourir. Et c'est vrai que en majorité, les gens vont récupérer, mais ceux qui ne récupèrent pas se retrouvent quand même avec des paralysies et des handicaps considérables. Puis alors, il y a une autre chose qui a été décrite, c'est-à-dire que pour des questions de coût, on ne teste pas les filles avant de les vacciner. C'est-à-dire qu'on peut les vacciner alors qu'elles, sans le savoir, elles sont déjà infectées au HPV qui peut être tout à fait latent. Et alors, comme vous le savez, le HPV ne donne pas seulement des cancers de l'utérus, mais il peut aussi donner des verrues génitales. Et il semble que chez un certain nombre de filles qui avaient à leur insu ce HPV avant, il y a eu des flambées de poussées de verrues qui ont couvert tout le corps, visage compris. Alors bon, ça met pas en danger la vie, mais c'est vrai que c'est quand même une expérience extrêmement désagréable. Donc voilà, il y a eu aussi des chocs, des chocs allergiques avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir des chocs. Et puis alors, dernière chose qu'on retrouve dans toutes ces affaires-là, il y a le problème du coût, c'est-à-dire ce sont parmi les vaccins les plus chers, et ça nous renvoie donc à la question à laquelle il faut toujours penser, qui est celle de l'allocation de ressources, c'est-à-dire tout le monde comprend bien que l'argent n'est pas infini et que dans un domaine sanitaire, celui que vous prenez pour, en l'espèce, acheter des vaccins, eh bien, vous ne l'avez pas pour d'autres problèmes qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus urgents et beaucoup plus cruciaux pour la société. Il y a eu des mesures qui ont été prises pour stopper justement la vente de ce vaccin ? Non, alors malheureusement, si vous voulez, on en revient à ce problème désespérant de la collusion objective des autorités sanitaires. Alors, excusez-moi, idem pour l'hépatite B ? Idem pour l'hépatite B, bien sûr. Malgré donc le passage des 20 000 à 80 000 sclérosés en plaques en France, le vaccin contre l'hépatite B est toujours aujourd'hui injecté. Oui, alors si vous voulez, il y a quelques... Enfin, en ce moment, dans le public, il commence à y avoir une espèce de conscientisation. C'est-à-dire que les gens se rendent bien compte que les liens d'intérêt, c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement l'industrie pharmaceutique, c'est pas seulement les experts payés par l'industrie pharmaceutique. Il y a aussi des liens d'intérêt d'engagement précédents. Or aujourd'hui, prenez aux USA par exemple, qui refait le calendrier vaccinal? C'est le Center for Disease Control, c'est en l'équivalent, si vous voulez, de notre DGS, notre Direction Générale de la Santé. Enfin, en gros, c'est l'administration sanitaire qui fait des recommandations vaccinales. Or, qui fait ensuite l'évaluation des vaccins? Eh bien, c'est l'administration sanitaire. Donc, si vous voulez, comme c'est le cas, c'est ce qui s'est passé avec Kouchner, quand Kouchner a lancé les études cas témoins sur le vaccin contre l'hépatite B, il y avait 30 millions de gens qui avaient été vaccinés. Il était trop tard pour découvrir que ce vaccin était toxique. Donc, on a fait des études spécifiquement conçues pour ne pas voir la toxicité neurologique du vaccin. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui militent, il y en a de plus en plus, pour que se crée un corps d'évaluation des vaccins indépendant de l'administration sanitaire qui a émis les recommandations vaccinales. Très bien. Alors, les internautes peuvent retrouver beaucoup d'informations sur tous ces sujets sur votre site www.rolandsimillon.org. Merci, Dr Marc Girard, d'être venu sur notre émission. Merci. Et donc, merci à vous de nous avoir suivis. Et donc, un rendez-vous pour la prochaine émission.